vous entretenir de l'ouverture sectorielle à la concurrence en Polynésie française, en abordant plus particulièrement le cas des marchés de l'électricité et du transport aérien interinsulaire. Alors, comme vous le savez, à partir de 2015, on a mis en place en Polynésie française le droit de la concurrence, c'est-à-dire les règles du droit de la concurrence, et une autorité pour sanctionner, pour faire appliquer ces règles. On a mis en place ce droit, à titre de rappel, 128 ans en place, on a mis ce droit en place 128 ans après les États-Unis, 58 ans après l'Union européenne et 29 ans après la France. C'est quand même bon de le rappeler. Alors, ce qui pose problème dans le cadre de la mise en place du droit de la concurrence, me semble-t-il, et qu'on partage cette réflexion ensemble, c'est que la mise en place du droit de la concurrence ne s'est pas accompagnée d'une politique ou de politiques d'ouverture sectorielle à la concurrence. Et là, c'est une très très grande différence avec ce qui s'est produit à la fois dans le cadre de l'Union européenne et évidemment dans le cadre des différents États membres. Dans les États membres de l'Union européenne, la mise en place du droit de la concurrence est systématiquement accompagnée d'un certain nombre de politiques sectorielles d'ouverture à la concurrence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique d'ouverture sectorielle à la concurrence? Eh bien, ça consiste en fait à ouvrir les marchés, à les libéraliser au fur et à mesure, les uns après les autres. Alors, à titre de rappel, je vais vous dire ce qui s'est passé en métropole. Ordonnance de 1986 qui crée l'autorité de la concurrence, qui met en place le droit de la concurrence, et à la suite de ça, tout un tas de lois qui interviennent dans différents secteurs, par exemple dans le domaine des télécommunications en 1996, avec la transformation profonde de France Télécom en société, et une mise en place d'une autorité de régulation spécifique, l'ART, qui deviendra ensuite l'ARCEP. Dans le domaine de l'électricité, avec une loi du 10 février 2000 qui ouvre la production d'électricité à la concurrence et qui institue là aussi une autorité de régulation, la CRE, et qui crée également le réseau de transport de l'électricité, une entreprise de services qui gère un monopole naturel. Le domaine des services postaux est également concerné avec la loi du 20 février 2005 relative à la régulation des activités postales et qui redéfinit le périmètre du service public à cette occasion avec le service public universel. Et là aussi, création d'une autorité de régulation spécifique, l'ARCEP, pour accompagner l'ouverture à la concurrence. Autre exemple encore dans le domaine des transports ferroviaires et routiers, avec une autorité de régulation qui là aussi est mise en place. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une politique d'ouverture, une politique sectorielle d'ouverture à la concurrence qui intervient pour organiser la mise en place de la concurrence. Alors, ces politiques sectorielles, en général, elles se caractérisent par 4 éléments. Tout d'abord, la remise en cause d'un monopole qui existe en général, d'un opérateur historique. Alors, on privatise, on transforme, on aménage, etc., etc. Premier élément. Deuxième élément, vous avez un accompagnement par un tiers impartial, un accompagnement du processus de libéralisation par un tiers impartial, parce qu'évidemment l'État est forcément en situation de porte-à-faux pour mettre en cause en général les monopoles publics dans lesquels il est partie prenante. Deuxième élément. Et troisième élément, une redéfinition du périmètre des activités de service public concernées avec le cas échéant la mise en place d'un mode de financement de ces services publics. Et éventuellement, quatrièmement, quelque chose d'assez important aussi, un accompagnement à la fois de la reconversion de l'opérateur historique, mais également un accompagnement bienveillant, la bienveillance étant à la mode, un accompagnement bienveillant des nouveaux entrants sur le marché. Or, comme on a pu le constater, ces éléments font souvent défaut en Polynésie française, dans le cadre des processus d'ouverture à la concurrence. Et il existe assez peu d'ouverture à la concurrence, de politique d'ouverture à la concurrence. En général, on se contente de proclamer l'ouverture à la concurrence et en attendant de voir ce qui se passe. L'exemple le plus emblématique qui nous a beaucoup occupé ce matin, c'est l'exemple de l'OPT. L'OPT est une sorte de catalogue de tout ce qu'il ne faut pas faire
enfin de l'OPT, de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, qui est l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière d'ouverture à la concurrence. Vous avez eu une loi anti-nouvel entrant, la loi anti-Digicel, vous avez eu des droits d'entrée invraisemblables qui ont été censurés par la juridiction administrative, et jusqu'à une période récente, des refus d'autorisation peu justifiables. Donc voilà un exemple, malheureusement, de raté de l'ouverture, d'une politique d'ouverture à la concurrence. Alors, ces difficultés sont fondamentalement liées au fait, qui a été évoqué de manière assez régulière ce matin, que l'autorité réglementaire, l'autorité qui est en charge d'accorder les autorisations administratives en particulier, est souvent partie prenante des opérateurs historiques. Alors, je vais vous parler maintenant de deux secteurs dans lesquels les situations sont très différentes et qui sont, on va dire, en voie d'ouverture à la concurrence ou partiellement déjà ouverts à la concurrence. Il s'agit de cas où il y a des opérateurs historiques, dans les deux cas de figure, et où les modalités d'ouverture à la concurrence sont totalement différentes dans un cas et dans l'autre. Ces deux marchés sont les marchés, je dirais, les marchés de l'électricité et le marché du transport aérien interinsulaire. Alors, un petit avertissement avant de poursuivre plus loin le propos. Il ne s'agit pas ici de faire le procès des opérateurs historiques. Les opérateurs historiques, je crois que chacun en est conscient, s'agissant de l'EDT, assure un service quand même de qualité, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, avec professionnalisme. Et s'agissant d'Air Tahiti, accomplissent véritablement un service public, même qui ne dit pas son nom, d'une grande qualité, une desserte de qualité des différentes îles de la Polynésie française. La question n'est pas je dirais, de mettre qui que ce soit sur le banc des accusés. La question est de savoir, très précisément, comment on ouvre à la concurrence et comment on organise cette ouverture à la concurrence dans les deux cas de figure, et surtout comment on définit ce qui doit être le périmètre du service public qui subsiste dans les différents cas. Alors, c'est là que l'on va voir que la question est très différente selon que l'on se place sur le marché de l'énergie, de l'électricité plus particulièrement, et sur le marché du transport public aérien interinsulaire. Alors, je vais commencer brièvement, je vais commencer par le marché de l'électricité, ou plutôt les marchés de l'électricité, en rappelant des choses qui sont assez connues par les spécialistes, mais pas forcément par le grand public. Lorsqu'on regarde le secteur de l'électricité, en fait, on distingue en règle générale trois métiers. Vous avez l'activité de production d'électricité qui est actuellement libre. Tout un chacun peut produire de l'électricité sous réserve d'obtenir les autorisations administratives requises, mais qui sont, lorsqu'on remplit les conditions, assez faciles à obtenir. Donc chacun peut être producteur d'électricité en règle générale, il n'y a pas de difficulté particulière. Enfin, on en discutera, je vois des têtes qui hochent, mais bon, on en rediscutera. Vous avez l'activité de transport d'électricité qui est un service public, qui depuis 1985 est dévolu à la TEP, donc activité de service public qui n'est pas en marché libre. Et vous avez le secteur de la distribution publique d'électricité qui est une activité de service public, donc qui n'est pas également en marché libre. Donc en fait, il n'y a que la production qui est concernée véritablement par une activité libre. Alors l'état des lieux, je vais le rappeler quand même par principe, l'état des lieux des marchés de l'énergie montre en fait un double phénomène de concentration horizontale sur les secteurs, sur le secteur de la distribution, bien évidemment, puisque vous avez un opérateur qui a la plupart des concessions de distribution d'électricité, et également phénomène d'intégration verticale entre les différents marchés du secteur de l'énergie. On y reviendra. Alors cette situation, c'est le fruit d'un héritage historique, et on peut dire que DT, toute chose égale par ailleurs, est dans une situation qui est similaire à celle dans laquelle était EDF avant l'ouverture de la concurrence au plan national. L'opérateur historique domine le marché de la distribution d'énergie.
Il est aussi le seul producteur significatif d'électricité et il est également présent au sein de la TEP. On y reviendra. En d'autres termes, l'opérateur historique est en situation de position dominante à 2 niveaux de la chaîne de valeur et il exerce une influence considérable. Alors je vais venir sur chacun de ces marchés. S'agissant de la distribution d'électricité, comme vous le savez, la principale concession de distribution d'électricité Tahiti Nord, je dirais sous le contrôle d'EDT depuis de très nombreuses années, et elle le sera jusqu'en 2030. Dans le même temps, EDT a repris, l'opérateur historique a repris progressivement la plupart des concessions, 21 à ma connaissance, couvrant le territoire de nombreuses communes, la plupart des communes, même dans les îles. Les prorogations successives du contrat de concession de Tahiti Nord ont été consenties par le pays sans mise en concurrence. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas une obligation formelle de mettre en concurrence, la loi Sapin, la loi de 2009 n'a pas encore été adoptée ici. Et en contrepartie également, il faut, avec je dirais l'assentiment du pays et de l'État, de la mise en place d'un système de péréquation entre les concessions pour avoir un prix uniforme. Alors, outre le fait qu'il soit juridiquement contestable, ce système de péréquation pose problème parce qu'il crée certainement un obstacle à l'égal accès des candidats à la commande publique, ce qui fait qu'il devra être rapidement remis en cause dans la perspective du renouvellement de ces concessions. Voilà ce qu'on peut très schématiquement dire sur le secteur de la distribution. La production d'électricité maintenant. La production d'électricité, vous le savez, c'est la seule activité qui est en secteur concurrentiel. Mais là encore, on peut constater une position dominante extrêmement forte de l'opérateur historique qui s'explique pour une raison très simple, c'est que la plupart des concessions comportent également la mise en œuvre de moyens de production. Donc de fait, depuis presque la mise en place de l'électricité en Polynésie, la distribution et la production vont de pair, ce qui fait que la production est massivement détenue par l'opérateur historique. Cette prédominance de l'opérateur historique vaut également dans le domaine des énergies renouvelables, principalement du fait de la possession de, je dirais, des gisements photovoltaïques, notamment de la société Maramanui. Dernier domaine, dernier marché, je suis très schématique parce que le temps nous est compté, c'est le transport d'énergie. Transport d'énergie électrique, c'est une activité, je disais, de service public, dévolue à la TEP, contrôlée par le pays, mais elle comporte des actionnaires institutionnels, tels que la Socredo, la Caisse des dépôts, mais aussi l'opérateur historique. Alors, l'opérateur historique, on parlait ce matin de conflit d'intérêts, là est clairement en conflit d'intérêts, il faut bien le dire, puisqu'il est à la fois actionnaire de la TEP qui transporte l'énergie, et d'ailleurs pour des raisons évidentes, il est prestataire de la TEP qui n'a peut-être pas en interne toute la compétence pour mener à bien ses missions et qui confie à l'opérateur historique le soin de le faire. Et donc, il est à la fois présent en tant qu'actionnaire et opérateur historique par ailleurs. Ce qui est de nature quand même à compliquer la gouvernance de la TEP, qui est quand même très, très singulièrement, mouvementée ces derniers temps, parce qu'il y a une contradiction d'intérêt entre l'autonomisation en quelque sorte du transporteur et, la position dominante de l'opérateur historique. Voilà ce qu'on peut dire sur les 3 marchés. Alors, je vais vous parler maintenant de l'ouverture, évidemment, de ces marchés à la concurrence, ou plus exactement de l'amélioration du fonctionnement des différents marchés entre eux. Le gouvernement a lancé, sous l'impulsion de Nuo Loray il y a quelques temps, qui était alors vice-président, une réflexion en vue d'instaurer plus de concurrence dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine de l'électricité. Cette initiative se traduit à la fois par la mise en place d'un plan de transition énergétique, mais également par un projet de code de l'énergie. Ces travaux ont été poursuivis par le ministre qui a suivi et par le ministre actuel qui a soumis le code à l'autorité polynésienne de la concurrence. Alors pour être très clair, on peut évoquer quelles sont les principales pistes qui sont envisagées par ce code pour améliorer le fonctionnement concurrentiel des différents marchés de l'électricité.
Alors ces pistes n'ont pas été inventées comme ça. Hein. Je veux dire, il y a eu 2 missions de la Creux qui sont venues en Polynésie française, 2 missions avec des recommandations. Et vous avez une loi de 2000 sur l'énergie en Polynésie française, sur l'électricité, qui a été très inspirante pour les rédacteurs de ce code. Et puis, voilà. Donc, il y a, on va dire, pour résumer, parce que le temps nous est encore compté, on peut dire il y a 7 mesures qui sont envisagées pour améliorer le fonctionnement du marché, pour le libéraliser tant que faire se peut. Premièrement, c'est la dissociation des différents métiers de l'électricité. Transport, distribution, production. Pour justement remédier au phénomène d'intégration verticale qui existe actuellement. Voilà donc la première mesure, de bien scinder, même de contraindre l'opérateur historique à terme à dissocier ces différentes activités. Deuxièmement, c'est l'institution dans le code de la notion de régulation du secteur de l'énergie, régulation qui est assez complexe à mettre en œuvre puisqu'on n'a pas une Creux locale. Hein. On a l'autorité de la concurrence, mais on n'a pas une autorité de régulation dédiée. Donc voilà, il y aura mise en place une régulation à laquelle concourront plusieurs acteurs, en particulier la TEP, vous allez voir, dont je vais vous parler, le ministre en charge de l'énergie et l'APC. Troisième élément, la consécration de la notion de responsable d'équilibre au bénéfice de la TEP. Il s'agit véritablement de mettre la TEP, de valoriser l'action de la TEP en lui faisant jouer un rôle du coup de régulateur dans une certaine mesure, ce qui impose la sortie du capital de la TEP, je dirais, de l'opérateur historique. Quatrième mesure, l'institution d'un droit de raccordement au réseau pour les producteurs. On peut être producteur, hein, je disais que c'est une activité qui est en libre, qui est sur le secteur concurrentiel, chacun peut être producteur, mais c'est sûr que si on n'arrive pas à se raccorder au réseau, c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est justement de faire des contrats types et d'imposer le raccordement au réseau, de l'encadrer. Autre cinquième mesure, c'est évidemment la réforme du système actuel de péréquation qui n'est plus tenable. Réforme du système de péréquation avec une externalisation de la péréquation et un contrôle de la péréquation par les pouvoirs publics et non pas par l'opérateur. Sixième mesure, c'est la mise en conformité du cadre réglementaire des concessions de force hydraulique parce qu'elles ne répondent plus aux exigences en matière de commande publique. Et la septième et dernière mesure significative, c'est la clarification de la notion de distribution d'électricité. Parce qu'effectivement, c'est une notion qui paraît évidente comme ça, la distribution d'électricité, c'est le cœur du monopole de l'opérateur historique, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que la distribution publique d'électricité. Est-ce que c'est l'exclusivité d'emprunter les voies publiques pour toucher le consommateur final, ou est-ce que c'est le fait de vendre de l'électricité? Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut arriver à vendre de l'électricité sans emprunter les voiries publiques. Donc, il y a une ambiguïté, il y a une clarification sans doute à apporter sur ce point. Donc, vous voyez, à travers ces différents points, je m'excuse d'aller un peu vite, au travers ces différents points, on voit ici que l'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence, c'est quand même quelque chose de très complexe, qui suppose d'identifier les métiers, et c'est plus des ajustements pour permettre à tout cet écosystème de fonctionner de manière beaucoup plus transparente et pluraliste. Dans ce dont je vais vous parler maintenant, les choses sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire le marché du transport aérien interinsulaire. Je me concentre ici uniquement sur le marché du transport aérien interinsulaire, parce que c'est celui que je connais un petit peu. Mon collègue Alain Moiran, qui est présent, vous parlera, si ça vous intéresse, du transport maritime, c'est lui qui a travaillé dessus. Et je vais essayer ici de montrer les enjeux que soulève l'ouverture à la concurrence de ce secteur, enjeux qui sont très différents de ceux du secteur de l'électricité. En effet, pour le secteur du transport aérien interinsulaire, l'enjeu central de l'ouverture à la concurrence, c'est qu'il implique une redéfinition du périmètre du service public
Donc les pouvoirs publics sont obligés de se positionner sur cette question, et une redéfinition évidemment du mode de financement du service public. Alors très brièvement, un état des lieux et un examen, là encore, des conditions de l'ouverture à la concurrence. L'état des lieux, il est bien connu. Vous avez là encore un opérateur historique au sein duquel la Polynésie est partie prenante. Et depuis fort longtemps, depuis 1986, eh bien, il y a un monopole, quasi-monopole de fait, et un contrat qui a été, je dirais, édicté, qui a été mis en place en 1990, pendant une durée d'une vingtaine d'années, dont la qualification était relativement incertaine. On ne sait pas s'il s'agissait d'un contrat de, je dirais, de service public, de délégation de service public, ou d'un contrat de droit privé. Enfin, peu importe. Ce contrat est terminé désormais, et les tentatives qui répétées pour relancer une délégation de service public, au nombre de 4, ont toutes échoué. Alors, au bout de 4 échecs, le gouvernement a décidé de clairement ouvrir à la concurrence ce secteur par une loi de pays de 2016, du 25 février 2016, qui proclame simultanément l'ouverture à la concurrence du transport public, du transport aérien interinsulaire. Il était déjà ouvert à la concurrence, mais là, c'est proclamé par la loi, et qui affirme l'obligation de mettre en place des obligations de service public. Voilà pour l'état des lieux. Quelles sont les conditions d'ouverture à la concurrence? Je vais vous en dire quelques mots. Eh bien, il n'y a pas de difficulté importante, il n'y a pas de complexité comme dans le secteur des énergies et de l'électricité. Il y a plusieurs marchés, qui sont intriqués avec un double phénomène de concentration horizontale et verticale. Là, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a un opérateur historique en situation de quasi-monopole, et la tâche est simplement de définir quel est le périmètre des obligations de service public et de lever les obstacles éventuels à la concurrence. Alors, évidemment, la difficulté, là encore, sur laquelle on bute de manière systématique, c'est que le pays est partie prenante de l'opérateur historique, ce qui le place évidemment en difficulté pour piloter l'ouverture à la concurrence. Toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc il faudrait logiquement qu'il prenne ses distances, peut-être qu'il confie à un tiers, je dirais, le processus d'ouverture à la concurrence. Car, vous voyez, ça fait quand même 2 ans que la loi a été prise et pour l'instant, il n'y a toujours pas de définition des obligations de service public. Alors, s'agissant du périmètre du service public, c'est-à-dire de la manière dont on va organiser les obligations de service public, eh bien, je rappelle que c'est un choix purement politique. C'est un choix purement politique. Il appartient à l'Assemblée de la Polynésie française, dans le cadre d'une délibération, de décider si l'on maintient un service public aussi généreux, c'est-à-dire si la moindre île au fin fond des Tuamotu doit être desservie de manière régulière, etc., ou si au contraire on restreint, de manière plus raisonnable peut-être, encore que je n'en sais rien, si on restreint le périmètre de ce service public. Évidemment, cette décision est lourde de conséquences sur le plan financier parce qu'il faut financer ce service public. Actuellement, tout se finance dans le cadre d'une péréquation organisée par l'opérateur historique, ce qui fait qu'en gros les lignes rentables payent pour les lignes qui sont déficitaires et qu'en fait, pour l'instant, on ne se rend pas vraiment compte du coût du fonctionnement, du coût de la prise en charge de ces lignes non rentables. Une étude qui a été faite estime à plus d'1 milliard le coût je dirais, de la prise en charge de ces lignes non rentables. Donc il y a tout un choix, là encore, qui est de savoir comment on va financer la prise en charge de ces lignes non rentables. Est-ce que c'est par une péréquation, là encore, une péréquation interne, une péréquation entre lignes rentables et lignes non rentables? Est-ce que c'est par une subvention donnée annuellement par le pays? Il y a toute une décision à prendre. Alors, dernier point important en ce qui concerne l'ouverture
à la concurrence, c'est la manière dont on va définir les OSP. La manière dont on va définir les OSP, je disais, relève, je dirais, d'une décision qui est un choix d'opportunité politique. Effectivement, on peut mettre des OSP partout, on peut au contraire restreindre le périmètre du service public. La question qui se pose, c'est est-ce que la définition des OSP peut être contestable du point de vue de la concurrence? En d'autres termes, est-ce que le fait pour les pouvoirs publics de s'inspirer du programme de vol de l'opérateur historique, par exemple, pour définir des OSP, est-ce que ça pourrait être considéré comme une barrière, un obstacle à l'entrée sur le marché des concurrents? Voilà, j'en terminerai sur cette réflexion pour peut-être ouvrir le débat. Je vous remercie.